Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres de la FER Genève, Mesdames et Messieurs, comme l'a dit Blaise Matet, en vos titres, fonctions et innombrables qualités. Je vous remercie de m'accueillir ce jour à l'enseigne du bâtiment des forces motrices, symbolique assurément du dynamisme de la FER depuis ses origines. Mais si ce lieu a perdu sa vocation première, tel n'est certainement pas le cas de votre organisation, active depuis bientôt 100 ans au service des entreprises romandes et du développement économique auquel ces dernières concourent. J'aimerais en profiter pour adresser d'emblée mes félicitations appuyées à votre directeur général sortant. Grande figure du patronat roman, Blaise Matet a en effet défendu pendant plus de 35 ans et à différents postes les intérêts de très nombreuses entreprises et associations professionnelles. Je tiens à saluer à travers lui un engagement résolu au service de l'économie et en particulier en faveur du dialogue social, son véritable cheval de bataille, monture sur laquelle j'ai également pour habitude de parier dans le cadre de mon ministère. Je salue du même coup M. Philippe Fleury, son successeur, en lui souhaitant plein succès dans cette fonction et je profite de l'informer que la porte de mon bureau lui sera ouverte en tout temps. Dans un canton qui touche la Confédération suisse sur une distance d'environ 4 km, mais qui compte plus de 100 km de frontières communes avec la République française, je m'en voudrais de ne pas commencer mon exposé par la question européenne. Pour présenter sur ce point les choses de façon imagée, je dirais que le dossier bouge, mais qu'il est encore trop tôt pour affirmer qu'il avance. Le Conseil fédéral a déclaré récemment percevoir l'existence d'une dynamique positive à la lumière des nombreuses discussions diplomatiques, techniques et politiques conduites depuis mars 2022 avec l'Union européenne. Ces discussions n'ont pas été vaines. Elles ont permis de mieux comprendre les positions des différentes parties et d'esquisser des solutions. Je tiens à préciser que les cantons, les syndicats, les partis et le secteur économique ont également participé à ce dialogue, notamment s'agissant de ces volets importants que sont, entre autres, les aides d'État, les questions migratoires et la protection des salaires. Le Conseil fédéral a opté pour une stratégie d'approche dite par paquet, sectorielle si vous préférez, et non plus via un accord cadre. Une telle démarche paraît en effet offrir les meilleures garanties en matière d'équilibre des intérêts et donc en matière de reprise de possibles négociations formelles. Dans ce contexte, mon département a reçu pour mission, de concert avec les cantons et les partenaires sociaux, d'élaborer des propositions permettant le maintien du niveau de protection actuel sur le marché du travail suisse. L'électricité, les transports et la santé sont également appelés à faire l'objet de propositions spécifiques. Nous devons en effet élaborer des solutions fines aux questions encore en suspens, base d'un éventuel mandat de négociation. Les grandes lignes de ce mandat doivent être prêtes pour la fin du mois de juin prochain. Nous sommes en l'état, vous l'aurez compris, dans un work in progress, si j'ose dire, un processus qui évolue de semaine en semaine, de sorte qu'il ne m'est pas possible aujourd'hui de vous apporter une information définitive sur les suites concrètes de ce dossier. Le Conseil fédéral a parlé de renouveau, entre guillemets, en matière de politique européenne. C'est exact. Je vous rappelle toutefois que si ce mot désigne poétiquement le printemps, il faut se rappeler que le printemps, à l'instar de toutes les saisons d'ailleurs, peut très bien se montrer capricieux. Sur un plan moins poétique, les nouvelles économiques restent en demi-teinte, car le contexte international tarde à s'améliorer de façon nette. Le climat d'exportation est par conséquent toujours frileux. En Suisse, l'évolution de la demande est heureusement positive dans la plupart des secteurs, notamment dans le tourisme, et Genève n'est sans doute pas la dernière destination à s'en réjouir. De manière générale, les difficultés d'approvisionnement
que nous avons connu ces 3 dernières années reflue, mais l'inflation reste assez soutenue. Elle était à 2,9% en mars dernier, en raison principalement de l'augmentation des tarifs d'électricité et de la hausse des prix des denrées alimentaires. Se comparer, c'est se rassurer, dit-on, ce qui se vérifie si l'on pense que l'Union européenne affichait un taux d'inflation de 4% plus élevé le mois dernier. L'emploi a favorablement évolué, lui aussi, et le marché du travail se porte globalement bien. Fin mars, le taux de chômage était de 1,9% en Suisse, soit un niveau sensiblement inférieur à celui d'avant la pandémie, et le niveau de chômage actuel est même le plus bas depuis environ 20 ans. Ce tableau est toutefois nuancé par les difficultés persistantes de recrutement. L'an dernier, 40% environ des entreprises suisses ont déclaré qu'elles éprouvaient des difficultés à trouver le personnel dont elles avaient besoin. Cette situation résulte de facteurs conjoncturels liés notamment à la ruée massive sur le personnel lors de la reprise post-pandémie. Elle se corrige actuellement sous l'effet du ralentissement de la croissance économique, mais je crains malheureusement que la pénurie de main-d'œuvre ne soit un phénomène structurel en Suisse, encouragé par les effets de la digitalisation, par la concurrence internationale et, cela a été dit, par les changements démographiques. En d'autres termes, sans apport extérieur de main-d'œuvre, la population en âge de travailler ne devrait plus augmenter dans notre pays. Et c'est là un défi tant pour la Confédération que pour les cantons et pour les partenaires sociaux. Afin de garantir un potentiel de main-d'œuvre qualifiée indigène, nos priorités doivent être dès lors de soigner les qualifications de la population active, d'améliorer la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale, de créer de bonnes conditions de travail jusqu'à l'âge de la retraite et au-delà, et encore d'encourager l'innovation afin d'augmenter la productivité. En ce qui concerne maintenant 2023 et 2024, le produit intérieur brut, le PIB, devrait légèrement augmenter et l'inflation continuer de baisser. Cependant, cette prévision se base notamment sur l'hypothèse qu'il n'y aura pas de pénurie d'énergie en Europe l'hiver prochain, ce que je ne peux malheureusement pas vous garantir en l'état. Je le répétais volontiers dans mon département précédent, nous avons oublié que la stabilité n'était pas faite pour durer. Ce principe vaut pour la sécurité nationale, comme il vaut également pour les conditions propices à notre économie. Dans un marché mondialisé, complètement interconnecté, une turbulence passagère peut désormais avoir des effets dévastateurs loin à la ronde. J'en veux pour preuve la rapidité avec laquelle a été scellé le sort de Crédit Suisse. Sans m'appesantir ici sur les raisons qui ont conduit à cette situation, laquelle aurait été impensable il y a encore 20 ans, je tiens à rappeler combien il est important de prendre en compte les risques phénoménaux auxquels notre économie est exposée et de travailler ainsi inlassablement à son affermissement ou à sa résilience, comme on a coutume de le dire aujourd'hui. J'aimerais toutefois souligner que le rachat de Crédit Suisse a été bien accueilli à l'international. Les marchés, les indices se sont calmés et l'on estime que les effets de la reprise devraient rester limités. Le pire a ainsi été clairement évité. La principale inconnue, outre les risques de pénurie d'énergie, concerne en définitive l'issue de la guerre en Ukraine. Comme vous le savez, en réaction à l'agression militaire russe, le Conseil fédéral a décidé de reprendre les sanctions de l'Union européenne. Depuis mars de l'année dernière, les mesures se sont succédé tout en étant progressivement étendues. Le paquet de mesures le plus récent a d'ailleurs été mis en œuvre pas plus tard que la semaine dernière. Le Conseil fédéral sait combien il est complexe et fastidieux pour nos entreprises de devoir s'adapter à l'évolution constante de la réglementation. Il est donc important qu'elles puissent recevoir du soutien, en particulier les petites et moyennes entreprises qui n'avaient peut-être jamais jusqu'ici été confrontées à des réglementations liées aux sanctions. Au sein de la Confédération, c'est le SECO, vous le savez, qui est responsable de la mise en œuvre et de l'application de ces dernières. C'est lui aussi qui a les contacts
les plus étroits avec les associations professionnelles et sectorielles, et qui peut atteindre le plus grand nombre d'entreprises le plus facilement. Aussi, nous avons veillé à ce qu'ils soient en mesure de les renseigner au mieux sur ces questions et par le plus grand nombre de canaux possibles. Les retours positifs d'expérience que nous avons en la matière nous confortent dans le bien fondé de cette approche. Et par ailleurs, le Conseil fédéral s'efforce de créer des conditions équitables pour tous les acteurs. La Suisse échange ainsi régulièrement avec ses partenaires internationaux tels l'UE, le Royaume-Uni ou les États-Unis sur l'application des dispositions relatives aux sanctions, ce qui permet d'éviter que nos entreprises ne soient soumises à des réglementations plus strictes que leurs concurrents étrangers. Je sais que ces sanctions pèsent lourdement sur nos entreprises, mais je peux vous assurer que le gouvernement veille systématiquement à en minimiser les conséquences économiques dans le cadre juridique existant. Mesdames et messieurs, la crise bancaire et les conséquences de la guerre en Ukraine suscitent, après le Covid, une inquiétude publique légitime, beaucoup d'agitation politique aussi, et divers commentaires plus ou moins bien inspirés sur cette Suisse dont certains affirment à la légère que l'image serait toujours plus écornée et la position toujours plus isolée. Je suis bien placé, croyez-moi, pour prendre le pouls de notre pays, de l'intérieur et de l'extérieur. Et je peux dès lors vous confirmer qu'il jouit toujours d'une grande confiance internationale et qu'il reste un partenaire apprécié et crédible. Pour l'heure, rien ne vient entacher notre réputation en matière de formation, de recherche, de capacité à innover, de fiabilité, de stabilité aussi, qu'elle soit juridique ou institutionnelle, pour ne citer que quelques-uns de nos meilleurs atouts. Grâce à eux, la Suisse est un pays qui compte. Ce sont ces atouts, mesdames et messieurs, qu'il nous faut défendre bec et ongle, avec le souci prioritaire de l'intérêt public, avec le respect constant de l'éthique managériale, avec le courage inébranlable du pragmatisme et avec le sens le plus aigu des réalités. Je vous remercie de votre contribution à la défense de ces valeurs essentielles. Merci aussi de votre attention. Bonne suite de soirée. Et Monsieur Matet, bonne retraite active ou suractive, comme j'ai compris. Comme tous les retraités, vous devrez surveiller votre agenda. Bonne soirée à toutes et à tous.